L'énergie est notre avenir, économisons-la. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et l'enquête de la matinée avec ce thème, les gilets jaunes sont-ils finis ? 29e semaine, j'allais dire, de défilé. À 58% pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio disent non. Véronique Jacquier, avec vos invités, vous allez faire le point. Oui, ça vote beaucoup depuis ce matin. Au départ, à 7h, on était à 86% de non. Maintenant, c'est 57% de non pour dire que les gilets jaunes ne sont pas finis. Sur le compte Twitter de Sud Radio, laissez vos commentaires. Je demande aux gilets jaunes en particulier de nous dire pourquoi ils ne sont pas finis. Parce qu'il y a une offensive anti-gilets jaunes là parmi les commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple beaucoup de messages du type oui, ils sont finis, arrêtez de relayer leur mascarade du samedi. Vu leur score aux européennes, ils peuvent rester chez eux. Ça émane de Stop Gilets jaunes. Et puis une auditrice de Sud Radio nous dit vu les prochaines réformes sur les indemnités chômage et le cap néolibéraliste, tout va. Je crains le pire avec ou sans gilets jaunes, mais je demande qu'ils continuent à se mobiliser. Voilà un peu pour avoir le son de cloche des deux côtés, puisqu'évidemment c'est très partagé, c'est très tranché. Et pour en parler, Laurent Sénis, fondateur du collectif des Gilets jaunes. Bonjour Laurent. Des Gilets bleus. Des gilets bleus, pardon. Mais je fais un amalgame parce que vous avez été les premiers. Véronique, hein. Voilà, vous avez été les premiers à vous élever contre les Gilets jaunes, dès le début du mouvement d'ailleurs. Il y a avec nous un gilet jaune parisien, c'est Yannick Paré. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Et puis pour prendre de la hauteur, Michel Maffezoli, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, auteur des Nouveaux Bien-Pensants. C'était aux éditions du Mouvement. Bienvenue sur Sud Radio. Il y a aussi avec nous François Deslandes. François qui nous appelle Deslandes. On va là, tout de suite le prendre puisqu'il a eu la gentillesse de faire le 0826 300 300. Bonjour François. Bonjour. Alors les gilets jaunes sont-ils finis pour vous ? Je crois qu'à force, il va falloir songer plus à travailler que être dans la mobilisation. Oui, il va falloir arrêter un peu parce que l'économie commence à prendre un petit coup. Et puis à un moment donné, il va falloir savoir si on veut travailler ou si on ne veut pas travailler. Oui. Voilà. Donc la mobilisation pour vous n'a plus de sens. Il faut que tout le monde revienne à la... Non, elle a raison un peu, oui. Je trouve beaucoup parce que à force, c'est celui qui travaille qui est pénalisé. Oui, c'est pas faux. On rappelle quand même qu'il y a 73 000 personnes qui sont au chômage partiel à cause des gilets jaunes et qu'il y a une sacrée facture économique. Merci beaucoup François. Vous dites aux gilets jaunes, allez, revenez à la maison et revenez à la raison. C'est ça Laurent Sénis, qu'est-ce que vous dites vous ? Tout à fait. Déjà, merci à François pour son intervention. Et je pense, dans son sens, qu'à un moment donné, il faut savoir... entendre la raison, arrêter et retrouver un climat de sérénité. Je rappelle quand même qu'il y a près de 19 milliards d'euros qui ont été mis sur la table. On ne sait même pas encore comment ça va être financé tout ça. Donc, quid de cette facture ? En plus de ces quelques 19 milliards d'euros, il y a la facture aussi liée aux dégradations, au chômage partiel que vous évoquiez. Des mesures sont en train d'être mises en place, parce que le train de mesure n'est toujours pas terminé. Il y a eu des premières annonces, mais le train de mesure n'est toujours pas fini. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut retrouver un climat de sérénité. Et il faut aussi arrêter de pénaliser les concitoyens. Les élections européennes sont passées par là depuis. Les 3 listes gilets jaunes réunies n'ont même pas obtenu 1% des suffrages exprimés. Donc à un moment donné, je pense, oui, qu'il faut savoir arrêter cette contestation et retrouver enfin un climat de sérénité. Yannick Paré, pourquoi les gilets jaunes, selon vous, doivent-ils continuer à se mobiliser, puisque vous en faites partie ? Pourquoi ils ne sont pas finis ? Déjà, je peux me permettre. Parlez bien dans le micro. Ah, excusez-moi. On n'a pas obtenu quand même une certaine revendication, d'un point de vue, entre autres, démocratique, qui est l'une des principales, qui est le RIC, par exemple. Donc voilà, et puis aussi le débat... Mais vous savez que vous n'allez pas être entendu là-dessus. Ah ben on n'a pas été entendu, c'est pas que... D'accord, mais à quoi ça sert de continuer à se mobiliser alors ? Enfin, madame, si on ne se mobilise pas, qui va nous... Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut quand même aussi, comment dirais-je, pouvoir se faire entendre, il faut bien se mobiliser. Alors, il y a plusieurs formes de mobilisation. Nous, on se mobilise, par exemple, en tant que Gilets jaunes parisiens solidaires, sur la privatisation de l'aéroport de Paris, par exemple. Mais là, on organise un débat, une réunion publique avec un débat qui aura lieu le 7 juin à Paris, dans le 17e. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes de mobilisation. Il n'y a pas simplement les manifestations. Voilà. Donc...
Donc, oui, Laurent Sénis, c'est ce que vous répondez ? Oui, alors, ce que je ne comprends pas par rapport au RIC que M. Paré vient d'évoquer, le président de la République s'est déjà prononcé là-dessus, le Premier ministre s'est déjà prononcé là-dessus, le gouvernement dans son ensemble s'est déjà exprimé là-dessus. Il n'y aura pas de RIC. Il n'y aura pas de RIC, il faut que ce soit dit, répété, de RIC, il n'y en aura point. Donc, à un moment donné, ce n'est pas en voulant imposer une idée ou une revendication qu'on obtiendra quelque chose. C'est une vision assez singulière de la démocratie. Michel Maffezoli, est-ce que c'est une vision singulière de la démocratie de se dire, allez, on est encore 12 000 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, hein, c'était le cas pour le samedi dernier, où les Gilets jaunes disent on est encore 35 000 dans la rue. Est-ce que ça a encore un sens de réclamer quelque chose que l'on sait que l'on n'obtiendra pas ? Parlez bien dans le micro aussi, Michel Maffezoli. Écoutez, moi je ne suis pas sûr d'abord que ces chiffres soient vraiment significatifs. Et puis, de mon point de vue, il y a vraiment un changement de fond qui est en train de s'opérer dans nos sociétés. Hein, puisque vous m'avez dit prendre de la hauteur, pour moi, la hauteur, elle est là. Et de fait, il faut savoir qu'un peu partout de par le monde, il y a des soulèvements populaires. Moi, je rentre du Brésil et j'ai vu comment cela se passait au Brésil. On peut le voir un peu partout. On ne va pas égrener le nombre de pays. Et dans le fond, les Gilets jaunes ne sont en France qu'une expression pour moi du fait qu'à un certain moment, il y a un décalage extraordinaire, un désaccord entre les élites et le peuple. Voilà. Et que de ce point de vue, c'est quand même intéressant de voir qu'au bout de 29 semaines, si j'ai bien compris, il y a quand même quelque chose qui fait que globalement, on est en accord avec ce mouvement-là. Moi, je pense que ce n'est pas les problèmes de prétexte. J'ai toujours dit, et je l'ai écrit même, que dans le fond, que ce soit le RIC, que ce soit les taxes carbone et autres, ça, ce sont des prétextes. Le vrai texte m'intéresse, c'est ce que j'appelle, moi, ce soulèvement, et qui fait que, d'une certaine manière, on ne se reconnaît plus dans ceux qui ont le pouvoir de dire, ceux qui ont le pouvoir de faire. Les journalistes, les politiques, les experts sous leurs diverses modulations. Ce n'est pas la première fois dans les histoires humaines qu'il y a un tel décalage. Maintenant, cela s'exprime et à mon avis, c'est appelé à durer. Alors, donnez-nous des exemples de décalage ou de moments où le peuple ne s'est pas retrouvé, justement, dans ces élites. Il y en a deux connus, historiquement. C'est ce qu'on appelle quand le peuple se retire sur l'Aventin, dans l'Empire romain. Hein, il ne se reconnaît plus dans le Sénat, il va sur l'Aventin. Et il faut une longue négociation pour que le Sénat fasse revenir le peuple dans la ville de Rome, par exemple. Hein. Oui. Pour moi, les ronds-points, c'est l'Aventin postmoderne. Hein, c'est-à-dire où, d'une certaine manière, on prend un prétexte qui est légitime, mais que, fondamentalement, il y a un texte, on a envie d'être ensemble, il y a de la solidarité, on veut faire peuple, on veut, en quelque sorte, se rassembler dans le vrai sens du mot. Deuxième exemple que Machiavel montre bien, quand à un certain moment, il y a un désaccord entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Nous sommes dans un de ces moments, et à mon avis, c'est quelque chose qui va durer, parce que, pour tout dire, moi je considère, je sais qu'en France, on a du mal à apprécier cela, on n'est plus dans la modernité, où ce qui prévalait, c'était la raison. Donc, on appelle à revenir à la raison. Mais on est dans un autre moment qui est en train de se manifester, où c'est l'émotion qui va prédominer. Voilà, et c'est ce glissement de la raison vers l'émotion qu'il faut prendre au sérieux. Il y a des auditeurs via le 0826 300 300, mais juste pour aller au bout de votre raisonnement, Michel Maffezoli, vous dites qu'il peut y avoir une mentalité de palais, une mentalité place publique, et quelque part, les Gilets jaunes, c'est la mentalité place publique. Mais il y a un exemple en Espagne avec les indignés. Ils ont eu cette mentalité place publique. Ils sont devenus un parti politique, Podemos. Or, au bout de quelques années, on voit que Podemos est miné par les divisions et que finalement, il ne s'installe pas plus que ça dans le paysage politique espagnol. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une faillite aussi quand les mouvements restent citoyens ? Non, et puis on est dans de la métapolitique actuellement. Et ça, les observateurs ont du mal à le comprendre. On veut tout ramener aux politiques, ce n'est plus ce qui est en jeu actuellement. Je vais vous donner un exemple très simple. On est dans un moment où, dans le fond, nos sociétés ressemblent à un lac de montagne. Tout est étal. En dessous, ça grouille forcément. Ça boue. Voilà. Et puis, de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases qui peuvent cesser. Et votre Podemos est, pour moi, une expression du fait qu'à un moment donné, ça cesse. Les gilets jaunes, ça pourra prendre une autre forme. La révolte des favelas au Brésil, c'est pareil. Ce qui se passe en Italie, la même chose. Donc, vous voyez, ayons une vision un peu plus globale. Et il faut se rendre compte, encore une fois, qu'un mouvement peut cesser. La lame de fond est là. Les soulèvements, à mon avis, vont continuer. Voilà, c'est tout, et un peu partout de par le monde. Direction le 0826 300 300. Kamel nous appelle de Paris. Bonjour Kamel.
Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Oui, je voulais intervenir pour dire que finalement, si on regarde bien, je crois qu'on oublie là-dedans un paramètre très important. D'ailleurs, le plus important. Aujourd'hui, en France, il y a eu 9 millions d'exclus. D'exclus sous un seuil de pauvreté, etc. Moi, j'aimerais, puisqu'on vient de fêter, commémorer ceux qui ont participé à la résistance de notre pays, je crois que notre pays devrait s'inspirer de ces gens-là. Voyez-vous, je regarde attentivement un petit peu tout ce qui se passe. Effectivement, il y a une baisse, effectivement, mais on est dans une espèce de comédie où on essaie de faire passer les gilets jaunes comme des fous furieux. Ce sont des gens qui, rappelez-vous, sont descendus dans la rue pour réclamer un certain nombre de choses. Aujourd'hui encore, ces choses sont à réclamer. Je crois qu'on s'honorerait tous de se dire que dans notre pays, il y a une souffrance qui existe vraiment, qu'il faut réparer immédiatement et qu'il faut entrer en résistance, au sens noble du terme, bien évidemment. Et ces gens l'ont démontré. Il y a eu, bien évidemment, toutes ces séquences de brutalité, etc., etc. D'ailleurs, le pouvoir n'a pas hésité à mettre l'accent là-dessus. Voyez, pour justement créer cette société anxiogène. Mais vous remarquerez que depuis des décennies, on veut rendre notre pays, notre société anxiogène, pour que chacun d'entre nous reste chez soi et ne vienne Attendez, pas Kamel, il y a le procureur Oui. de la République de Paris, Rémi Heitz, qui dit ce matin que des policiers vont être traduits en correctionnel, que 360 plaintes ont été déposées, sont recevables. On peut quand même pas dire que le gouvernement fait pas son boulot et qu'on est dans une société anxiogène. Attendez, Laurent Signy veut vous répondre. Bonjour Kamel, c'est exactement ce que je disais sur votre antenne ici même en début d'année. Malgré le climat d'ébullition et d'ébullition générale, je reste confiant dans les institutions de mon pays. C'est vrai que le temps de l'enquête est beaucoup plus long que le temps de l'interpellation dans le cadre de la flagrance, le samedi sur le terrain. Mais pour les policiers, pour certains policiers qui sont tous faillibles, s'il s'avère que des exactions que des violences policières ont été commises, je pense que oui, il faut que ce soit sanctionné. Et donc, à ce titre, je fais entièrement confiance aux institutions du pays. Par contre, pour ce qui est de dire nous n'avons pas été entendus sur l'ensemble de nos revendications, nous avons la nette impression que quoi qu'on fasse, quoi que l'on mette en place, il y aura toujours des mécontents. Donc en fait, il faut aussi revenir à la chose politique qui est vraiment... On ne peut pas avoir non plus 100% de contents en France. Voilà, surtout en France. Voilà. Kamel, continuez. Vous êtes gilet jaune ? Ah ben moi je suis à la fois gilet jaune, je suis militant associatif, encarté dans aucun parti. Et vous allez manifester demain ? Mais bien sûr, vous savez, il y a 9 millions d'individus, de personnes, de Français qui sont mis à l'écart, qui sont sous le seuil de pauvreté. Madame, comprenez bien que nous avons intérêt, nous sommes dans une séquence de résistance. Et monsieur qui parlait à l'instant, moi je l'entends, moi je suis de ceux qui disent allons-y, venez, rejoignez un peu ceux qui sont en résistance contre cette paupérisation de la société, contre cette injustice sociale et fiscale, contre ces égoïsmes. Rejoignez ces gens, peu importe qui ils sont, venez. Kamel, je pense que ce que vous dites est reçu par la majeure partie de la population, parce que tout le monde est d'accord pour dire que demain, l'augmentation de la facture d'électricité de 6%, c'est quand même assez scandaleux quand on sait que ça comporte un tiers de taxes. Donc on voit bien que la question du reste à vivre, elle n'est pas terminée dans notre pays. Cela dit, Yannick Paré... se mobiliser, c'est bien, mais vous êtes quand même de moins en moins nombreux. Donc, est-ce que sur cette forme d'expression, vous n'allez pas vous ringardiser ? On est peut-être de moins en moins nombreux dans la rue, mais je pense que la mobilisation, comme je vous l'ai dit, elle est multiple. Je veux dire, comme je vous le disais, nous on organise un débat, une réunion de débat sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Donc vous voyez, ça c'est une mobilisation. On s'est aussi mobilisé par exemple sur l'utilisation du LBD. Donc c'est une mobilisation. On a rencontré des maires. Il y a plusieurs formes de mobilisation, il n'y a pas que la manifestation. Merci à Kamel. On a un autre auditeur. Direction l'Hérault, là, c'était Paris, direction l'Hérault. Manuel nous appelle. Bonjour Manuel.
Bonjour à tout le monde. Et bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci de me recevoir. Sud Radio, que je pourrais rebaptiser Radio Londres, puisque moi je m'estime un résistant, puisque je suis dans le mouvement depuis le 17. Mais là, compte tenu des résultats des européennes, je suis vraiment écœuré. J'ai vraiment de la peine. Et c'est pas parce que les listes gilets jaunes n'ont pas fait un bon score, c'est parce que Macron est arrivé en seconde position. Après tout ce qui s'est passé, les violences, le feu à Notre-Dame, enfin, et tout ce qu'on ne sait pas, il arrive quand même en seconde position. Et je voudrais dire au foulard rouge mondialiste qui est sur votre plateau que le politique est au service du peuple et non l'inverse. Et moi, je trouve que ce mouvement, moi j'ai participé, il y avait une humanité, hein, les gens, qu'on soit du RN, qu'on soit de la France Insoumise et tout ça, les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était sauver la France. Et je crois que malheureusement, beaucoup de Français ne l'ont pas compris et qui vont en payer très cher. Ils vont le payer très cher parce qu'on a affaire à une caste, et depuis 40 ans, qui est en train de vendre à la découpe ce pays. Moi, je suis d'origine immigrée. Pour moi, la France, c'était le plus beau pays d'Europe. Et quand je vois dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui, vraiment, ces gens, il faudrait qu'ils soient condamnés. Il faudrait qu'ils soient condamnés parce qu'ils n'ont rien fait pour sauver la France. Et il y en a un qui doit se retourner dans la tombe, c'est le général de Gaulle, qui lui aimait la France. Mais les gens aujourd'hui qui nous gouvernent n'aiment pas la France. Et quand je vois dans les chaînes d'infos, ces chaînes de propagande, ni plus ni moins, tous ces politologues et tout ça vendus au système mondialiste, comme vous en avez un sur le plateau, moi je suis écœuré. Alors attendez Emmanuel, il va vous répondre. Attendez. Laurent Sénis, fondateur du collectif des Gilets bleus, hein, pas des foulards rouges. Oui. Il y a beaucoup de couleurs aujourd'hui. Hein. Laurent Sénis, c'est vrai que ce que dit Emmanuel, qui nous appelle de l'Hérault, s'entend aussi, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils disent on est une incarnation, une émanation du peuple. Et on a une élite qui ne parle qu'aux mondialisation, qui est technocrate et qui est coupée de nos aspirations. Ça s'entend quand même, rien que dans le vocabulaire employé par les membres du gouvernement. Alors, deux réponses. Je pense que c'est Manuel, c'est ça? Oui, Manuel. D'accord. Donc, ce que je voudrais dire à Manuel, dans un premier temps, effectivement, il y a eu l'expression d'une souffrance, un sentiment de déclassement, voire même d'exclusion. Ça, ce sont des revendications qui s'entendent. Mais je pense que là où les Gilets jaunes se sont entièrement décrédibilisés, là où les Français ont un peu perdu de leur affection pour ce mouvement qui, somme toute, était assez compréhensible dans ses premiers instants, c'est dès lors qu'ils se sont inscrits dans une démarche anti-républicaine. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, je pense aussi, Manuel, qu'il ne faut pas tout mélanger, les sujets économiques, sociaux, et mélanger à une petite dose de complotisme. On entend parler de Notre-Dame, on entend parler de grands complots mondialistes. Bon, je pense que c'est ce que je disais en préambule de mon propos. Il faut savoir revenir à la raison. Je pense qu'on doit savoir faire preuve d'une intelligence collective pour se dire, ok, il y a eu des revendications au départ, des choses ont été mises en place, et ça, il faut le dire, il faut le marteler, il faut l'expliquer, il faut le répéter. Donc maintenant, je pense que la population, il y a eu des listes gilets jaunes qui se sont présentées au scrutin, donc les gens auraient pu se retrouver. Oui, mais les gens se sont retrouvés dans le vote Rassemblement National. Les gilets jaunes, 44% selon le sondage. Les gilets jaunes eux-mêmes n'ont pas voté pour le Rassemblement National. Les gilets jaunes eux-mêmes n'ont pas voté pour leur propre liste. Oui. Bon. Ça pose oui, mais parce que pour eux, il n'y avait pas de. Non, mais parce que les gilets jaunes ne s'entendent pas comme ayant un débouché politique. C'est ça, non, Yannick Paré? Vous qui êtes gilet jaune parisien, laissez parler. Oui. Non plus donc. Laissez parler Yannick. Les gilets jaunes font de la politique. Il faut le rappeler. On fait de la politique. Bah oui, vous secouez la tête, on fait de la politique. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, on n'est pas anti-républicain. Pour un bon nombre Non, on n'est pas anti-républicain. Non, pour un bon nombre, je sais pas. Vous avez noté. Lorsque vous avez compté. Lorsque vous scandez Macron des missions. Quand je dis vous, j'entends bien. Vous personnellement, M. Paris. Mais lorsque vous scandez Macron des missions, un président élu démocratiquement, je suis désolé, c'est s'inscrire en dehors du champ républicain. Non, mais on parle de la démocratie, pas de la République. La démocratie, c'est le socle de la République actuelle.
La République et la démocratie Voilà. sont liés sans l'être. Par certaines de vos revendications, Macron démission, Macron, oui, du Sénat, non mais Laurent Sénis. On parle d'élus. Oui, mais certes, mais est-ce que Macron est légitime ? Mais bien sûr qu'il est légitime, absolument. Attendez. Il est tout à fait légitime. Bon, on est en démocratie, il a quand même été élu démocratiquement. Non, mais alors c'est ça justement, vous mettez le voile. Vous mettez le voile justement sur la façon dont le président a été élu. Je veux dire, on a un exemple qui est très proche de ce qu'on a vécu en 2017, oui. Oui, 17, oui. C'est celui de 2002. Oui, et à l'époque, on n'a pas fait un procès à Jacques Chirac parce qu'il avait été élu avec 80% au deuxième tour. Certes, mais parce que c'était la première fois. Non, ça s'entend pas comme c'est pas 2002 là, là, c'est la deuxième, alors ça marche plus. Non, ça marche pas. Permettez. Je veux dire, Chirac, est-ce qu'il était légitime dans son vote ? Est-ce que c'est Chirac qui a été élu ? Ou ce qu'il représentait ? C'est ça que la question de fond qu'il faut se poser. Il a été qualifié dès le premier tour, monsieur. La question de fond. Là, je vous réponds sur le fond. Ne parlez pas en même temps, on ne comprend pas. Attendez, est-ce que la question de fond, par rapport à Chirac, par exemple, est-ce que c'est Chirac qui a été élu ou les valeurs qu'il représentait ? C'est là la question de fond. Macron, est-ce que c'est Macron qui a été élu ou les valeurs qu'il représentait ? C'est là la question de fond. Et le débat, il est là. C'est pour ça. Permettez, monsieur. C'est pour ça. Je terminerai là-dessus. C'est pour ça que les gilets jaunes, et je ne crois pas qu'on soit comme la Suisse, par exemple, demandent un RIC. On a un rythme. Alors le président a fait de passer de 4 à 2 millions, mais on demande nous un RIC. C'est quand même voilà. Alors faites-vous une raison, il n'y aura pas de RIC. Non, Laurent Sénis, merci. Dans 2 minutes, on va demander à Michel Maffezoli si le RIC c'est l'alpha et l'oméga pour renouveler notre vie démocratique. Michel Maffezoli, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne, avec Laurent Sénis et Yannick Paré pour continuer ce débat sur les gilets jaunes. Sont-ils finis ? Débat qui revient dans quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. Et bien sûr, c'est passionnant et passionné. Vous pouvez toujours continuer de nous appeler 0826 300 300. Et pour le moment, 44% pensent que les gilets jaunes sont finis. Sud Radio, il est 9h28. Votre santé, évitez de grignoter. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Info-vérité, avec les gilets jaunes, sont-ils finis ? C'est le débat de ce matin. On vous retrouve, Véronique Jacquier, avec tous vos invités. Oui, alors les gilets jaunes sont-ils finis du côté des auditeurs de Sud Radio ? C'est non. Un non à 56%. Ça vote énormément. On a Stop qui nous dit non, ils ne sont pas finis. Les gilets jaunes vont se transformer, ils vont muter. Les gilets jaunes sont des millions de gens que plus personne ne pourra faire taire. Et puis, à l'inverse, Scarla du Barry nous dit hallucinant, l'auditeur. Alors, c'était, si ma mémoire est bonne, non, c'était Kamel qui nous appelait de Paris. Non, c'était Emmanuel qui a parlé de Notre-Dame. Ah, c'était Emmanuel, pardon, oui. Elle dit hallucinant, cet auditeur qui vient d'intervenir à l'antenne, qui mélange le Rassemblement National, la France Insoumise, le Général de Gaulle, dans un grand melting pot de rancœur, d'où seule la haine du président ressort. Ça, c'est vrai quand même que du côté des Gilets jaunes, il y a une farouche haine anti-macroniste. Alors, on évoquait la question du RIC avec Yannick Paré, gilet jaune parisien, qui est dans ce studio. Laurent Sénis, fondateur du collectif des Gilets Bleus, les premiers à s'être élevés contre les Gilets jaunes. Et Michel Maffezoli, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne. Michel Maffezoli, Yannick Paré disait on veut le RIC. Emmanuel Macron n'est pas représentatif. Cette démocratie ne nous convient pas. C'est vrai qu'on rappelle quand même qu'il y a 23 millions de personnes qui n'ont pas voté aux européennes, même s'il y a eu un sursaut de mobilisation. Alors le RIC, est-ce que ça peut être l'alpha et l'oméga pour redonner du souffle à notre démocratie ? C'est pas impossible, en effet. Je crois que le RIC peut être tout simplement le nom du localisme collaboratif. Moi, ce qui me paraît important, c'est le lieu qui va prédominer. Et pour le dire d'une manière euphonique, le lieu fait lien. C'est-à-dire quelque chose qui fait que, au-delà de la verticalité colbertiste qui nous est habituelle, ce qui est l'ordre du politique, moi je maintiens, ce n'est plus du politique qui est en jeu dans ce mouvement, il y a du métapolitique, et que c'est cela qui, personnellement, me paraît plus intéressant. Oui, Démocratie. Oui. Alors bien sûr, sursaut, machin chose, il y a dans chaque élection 50% d'abstention. Ce que personne ne dit. Sauf à la présidentielle. Oui, mais enfin, là, les gens globalement, votent oui, un peu oui. plus. Mais ce qu'on n'ose pas dire, c'est qu'en plus, il y a 15% de non-inscrits sur les listes électorales.
Où est la démocratie quand on sait qu'il faut enlever 60% de la population en état de voter, qui peut voter? C'est là où on se gamberge sur un certain nombre de mots, démocratie, valeurs républicaines et autres trucs dans ce genre. Raymond DeVos, alors là, prenons-le, disait « Quand je n'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Et moi, quand j'entends en effet toutes ces formules qui ne veulent plus rien dire, qui sont des lieux communs, eh bien les Gilets jaunes y répondent, et c'est intéressant de voir qu'il y a une forme de sympathie au-delà des chiffres. Ils peuvent être 35 000, peu importe. Pour moi, c'est pas ça. Parce que les Gilets jaunes bousculent les choses, mais comme disait Churchill, de la démocratie est le pire des systèmes, mais c'est aussi le moins mauvais. J'entends, mais quels sont ces démocrates qui ne sont pas démophiles ? C'est-à-dire qui n'aiment pas le peuple. On va appeler ça populisme et toutes choses de ce genre. Non, l'autorité vient du peuple. Omnis potestas a populo. Voilà, donc c'est la tout. question est là. Et ça, c'est d'une vieille... je veux dire, les philosophes l'ont dit de diverses manières. Alors, moi, je crois que nous assistons, il faut le dire, il faut le redire, et l'intelligentsia, vous... Et moi, expert, machin chose, politique, ne comprennent pas cela. À la fin d'un monde, une époque s'achève. Époque, ça veut dire parenthèse en grec. Donc la parenthèse moderne est en train de s'achever, une autre époque est en train de surgir, et donc du coup, il y a des soulèvements multiformes qui vont se développer. Donc Yannick Paré, quand l'une de nos auditrices nous écrit sur le compte Twitter de Sud Radio, les Gilets jaunes ne sont pas finis, ils vont muter. Qu'est-ce que ça pourrait être cette mutation, justement ? Déjà, de toute façon, les Gilets jaunes, oui, vont certainement muter. Peut-être qu'ils ne se présenteront pas. Là, pour l'année prochaine, il y a les municipales. Peut-être que là, il y aura peut-être des listes Gilets jaunes. Je ne sais pas. Enfin, je pense. Mais je pense que le mouvement va muter, oui. Il faut de toute façon, il faut se transformer. Enfin, il faut qu'il se transforme et qu'il porte cette parole, parce qu'en France, pour revenir à ce que disait Monsieur, par rapport, le peuple est souverain et c'est écrit dans notre Constitution. Donc, voilà. Laurent Sénis, c'est vrai que cette colère, même si la mobilisation devait être de moins en moins importante, oui, même si l'occupation des ronds-points devait devenir de plus en plus anecdotique, cette colère, elle est quand même toujours là. Les choses ne sont pas fondamentalement réglées sur la question du reste à vivre, sur la question de on écoute le peuple et on parle au peuple avec les mots qu'il faut. Ça, c'est quand même peut-être le péché originel d'Emmanuel Macron. Comment on y répond ? Alors, Véronique Jacquier, je suis d'accord qu'il y a encore des revendications qui restent à satisfaire, puisque c'est ce que vous pointez du doigt. En revanche, ce que les Gilets jaunes ne veulent pas comprendre, c'est qu'il y a un temps politique, il y a un temps pour l'action politique, il y a un temps pour la mise en œuvre de l'action publique. On n'a pas tout comme par un coup de baguette magique, un claquement de doigts, et voilà, on va vous sortir 46 milliards ou 50 milliards d'euros. Non. Donc, et c'est la raison pour laquelle je vous disais au début de cette émission qu'il faut savoir retrouver un climat de sérénité, attendre que les choses se passent et ensuite ajuster éventuellement après. Mais on ne peut pas maintenir une pression sur le pays pendant 30 semaines et croire qu'on aura les politiques à l'usure. Et je veux juste rappeler qu'à un moment donné, on ne négocie pas, et je trouve que nos dirigeants ont été d'une patience infinie, parce qu'on ne négocie pas sous la contrainte, sous la menace. Je ne fais que rappeler le climat de violence, de menace qui traverse notre pays depuis maintenant 30 semaines. C'est inacceptable. Qu'est-ce que vous répondez à Michel Yannick Paré, vous qui êtes gilet jaune parisien? Elle vous dit il faut savoir s'arrêter à temps. Il n'y aura plus de gain à continuer le mouvement sous cette forme. Macron ne cédera plus rien. Ça revient à la question de il faut trouver peut-être d'autres formes pour s'exprimer. Ou alors vous dites on rentre à la maison et puis dans 6 mois on se réorganise quand il va falloir batailler sur l'assurance chômage, quand il va falloir batailler sur la réforme des retraites. Parce que là c'est vrai qu'on rentre dans l'acte 2 du quinquennat. Donc il va y avoir quand même à ferrailler. Non ? Il y a les syndicats aussi. Oui, il y a les syndicats qui vont rentrer, qui vont re-rentrer en piste. Bon, d'accord, mais alors justement, est-ce qu'ils ne vont pas truster un petit peu la place que vous auriez pu avoir ? Mais on est complémentaires. On est complémentaires. Parmi les gilets jaunes, il y a des syndicats, enfin voilà, c'est pas... Mais vous qui êtes gilet jaune de la première heure, vous n'avez pas envie justement de plus d'engagement ? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre que vous soyez dans la rue le samedi, mais que pour autant vous ne vous investissiez pas, soit dans un mouvement associatif, soit dans un syndicat, soit dans un parti. Je suis aussi dans d'autres mouvements.
Mais là, je pense que c'est parce que justement les problèmes sont très très importants. Ça se parle de notre République, ça parle de notre démocratie, et aussi si on élargissait le débat, aussi de notre laïcité. On est en train de privatiser notre République. Il faut bien s'en rendre compte. Entre autres, avec les aéroports de Paris, demain les barrages. Donc ça, il faut bien qu'il y ait un véritable débat. Et les Gilets jaunes soulèvent ça. Les Gilets jaunes posent ces questions-là. À travers justement... Je reviens encore là-dessus, mais à travers du RIC. Si on avait un RIC, par exemple, s'il y avait eu un RIC, comme on le souhaite, sur le mariage pour tous, voilà, on aurait fait un RIC et il y aurait peut-être moins de manifestations, il y aurait moins de préjudices pour beaucoup de monde. Donc je pense que le RIC, c'est une façon démocratique de pouvoir débattre des problèmes et puis les résoudre. Oui, mais vous savez parfois qu'il faut prendre des mesures qui sont impopulaires pour réformer un pays ou le faire avancer. Alors si on gouverne sous la menace d'un RIC avec révocation permanente, on n'avance pas. Pourquoi dites-vous une menace? C'est clairement une menace. C'est pas une menace, mais non, mais pas du tout. Enfin, voter, c'était pas une menace. Enfin, je veux dire, c'est avoir un débat. Une démocratie, c'est le débat, c'est une liberté de la presse, c'est échanger, etc. Donc, Michel Maffezoli, vous avez dit tout à l'heure que finalement, on avait le sentiment qu'on était arrivé à un moment où la France est comme un lac, et puis dessous, les gilets jaunes, c'est une colère qui bout, et puis voilà, ça sort comme ça, avec des grosses bulles. Il y a un phénomène d'ébullition. Ça va peut-être se calmer cet été, ça va peut-être repartir à la rentrée, mais quoi qu'il en soit, est-ce que c'est pas le propre du politique que de gérer ces moments-là, ces moments d'ébullition, ces moments de colère, qui sont des sas de décompression par rapport à une frustration qui est bien présente, mais le politique ne peut pas tout non plus. On est obnubilé par le politique, c'est une sottise. Que veut dire le mot politique en son sens étymologique? Alors attendez, je vous arrête tout de suite parce que les Gilets jaunes, c'est l'État. Et Emmanuel Macron leur répond, l'État ne peut pas tout. Non, mais à un certain moment, on n'a pas les mots. Quand il y a un changement de fond, on n'a pas les mots pertinents pour dire ce que l'on vit, donc on continue avec des mots de l'ancien monde. Alors juste sur le politique, étymologiquement, la police c'est la ville. La proxémie. Et qu'est-ce que c'est qu'actuellement la politique où ça n'intéresse plus la proximité, le localisme, le lieu? Et donc d'une certaine manière... La politique, c'était la vie de la cité au sens grec. C'est bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans le fond, actuellement, le mot politique est devenu une antiphrase. Vous voyez, quand Orwell parle le ministère de la guerre, il appelle ministère de l'amour. Actuellement, le politique, c'est une antiphrase, puisque ça ne signifie plus la proxémie. Or, ce qui me paraît important dans ce qui est en jeu dans ce gilet jaune, je dis bien, moi, c'est soulèvement populaire. En France, c'est les Gilets jaunes. Mais soulèvement populaire un peu partout de par le monde, et il faut un peu sortir de notre hexagone. On voit bien comment, d'une certaine manière, c'est tout simplement le fait qu'on ne se reconnaît plus dans la verticalité du pouvoir, et que c'est la puissance populaire qui s'exprime. Moi, je fais deux choses. Oui, mais est-ce que la puissance populaire peut quand même trouver un débouché ? Oui, pourquoi pas. On peut imaginer que, bien sûr, actuellement, ce n'est pas le cas, mais dans le grouillement, je dis bien, actuel, eh bien, quelque chose peut naître qui pourrait être une autre manière d'être ensemble. Et ce que l'on voit dans ces mouvements, dans ces soulèvements, c'est le désir, encore une fois, qui n'est pas simplement matériel, qui n'est pas simplement, encore une fois, d'obtenir ceci ou cela, mais, disons-le bêtement, le désir d'être ensemble, l'échange, le partage, la collaboration. Et cela se fait... Dernier point, puis je vous embête plus avec toutes mes élucubrations, mais cela se fait grâce au développement technologique. C'est-à-dire que, en effet, c'est les réseaux sociaux, c'est les blogs, c'est les machins, les trucs dans ce genre. Voilà. Pour moi, il y a une synergie actuellement entre ces côtés archaïques d'être ensemble, de vivre, de partager, et Internet. C'est ça qui est intéressant, et du coup, ce n'est plus de la contestation qui est en jeu. Contestar, et ça veut dire témoigner avec, c'est-à-dire qu'on se situerait par rapport à ça. Non, il y a une révolte contre la verticalité, contre la technocratie. On dit fréquemment, alors soit du président Macron, mais il est le symbole d'une technocratie. Oui, il est instruit, mais pas intelligent. Eh ben, de fait, c'est cela qu'il faut prendre au sérieux, c'est-à-dire que oui, il y a de l'instruction qui vient de l'ENA, de Polytechnique, enfin des grandes écoles. Il manque une forme d'intelligence du cœur. Intelligere, ça veut dire rassembler les morceaux. En effet, c'est les émotions qui sont en jeu. On a dénié cette émotion, elle ressurgit d'une manière qui est forte. Voilà. Conclusion avec Laurent Sénis, et puis bien sûr après avec Yannick Paré, Gilets jaunes. Conclusion sur deux points, puisqu'il est question de se rassembler, puisqu'il est question de plus d'expression collective. Je veux juste rappeler que pendant la campagne des européennes, un des candidats Renaissance pour la République en marche a organisé un débat avec les Gilets jaunes, d'ailleurs à la demande des Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Évacuation de la salle, de la violence, de la menace et des coups. Voilà. Et une deuxième chose, et ce sera mon mot de conclusion,
le président de la République s'est exprimé il y a environ 1 mois et demi. Il a été très clair. Il a été particulièrement clair. Et pour l'occasion, il a utilisé des mots compréhensibles par tous et de tous. La réponse politique a été donnée. Des annonces ont été faites, des mesures d'urgence ont été prises, d'autres annonces restent à venir, d'autres mesures ont été annoncées et restent à venir. Je pense qu'il faut savoir raison garder et à un moment donné, je fais des redites, mais retrouver un esprit de sérénité. Les Français appellent et veulent cet esprit de sérénité. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand il y a cet appel à cet esprit de sérénité, Yannick Paré, pour conclure? Les Gilets jaunes le disent eux-mêmes, hein, ce qu'ils ont retrouvé sur les ronds-points, entre autres, c'est le troisième mot de notre devise, qui est la fraternité. Hein, donc ça, c'est quand même important. Et puis, pour vous dire que, pour parler de la suite du mouvement, je pense qu'effectivement, il y aura certainement, je suppose qu'il y aura certainement une liste ou des listes peut-être pour les municipales, puisque le mouvement, effectivement, parce que c'est un mouvement aussi, faut pas l'oublier, des gens qui sont venus qui se sont retrouvés sur des ronds-points des différents partis. Donc il faut qu'ils puissent se retrouver et puis pour porter un programme. Oui, rapidement, Michel Maffesoli. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait des listes que ce soit important. Est-ce que dans le fond, le fait de ne pas voter, le fait que ces listes, par exemple, ont eu très peu de voix, est la forme contemporaine de la sécession du peuple? Oui. On ne se reconnaît plus, même pas dans l'élection, et c'est cela qui est beaucoup plus intéressant. Je crois que ce qui est très important, c'est effectivement l'aspect fraternel des Gilets jaunes. On retrouve une famille, on n'est plus seul, même dans ces galères quotidiennes. Ça, c'est là où important. se sont créées des amitiés sur le rond-point, où même des amours se sont croisés, etc. Ils sont fraternels entre eux. Ils sont fraternels entre eux. Ils sont fraternels entre eux. C'est un autre débat. C'est une forme d'entre-soi. C'est une forme d'entre-soi. Pas du tout. Absolument. C'est un autre débat. Rappelons qu'il y a eu des mariages. C'est vrai qu'il y a eu des mariages entre Gilets jaunes. Alors du côté des votes, les Gilets jaunes sont-ils finis? Eh bien, non à 56%, et ça a énormément voté. Merci beaucoup pour ce débat, cette enquête info-vérité. Dans un instant, on se retrouve. On va parler de la spontanéité, la puissance de la spontanéité dans un monde où chaque mot, où chaque phrase peut faire et déclencher des avalanches, des torrents d'injures. Donc la spontanéité, c'est dans un instant avec l'auteur de ce livre, Sylvain Messica, qui viendra nous rejoindre Sud Radio. Il est 9h45.